Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Toutes les 2 semaines, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Si vous êtes désormais des habitués de ce podcast, vous aurez forcément remarqué le nouveau thème musical de Perspective, une création originale signée Le Son de l'encre. Un grand merci à Jonathan, Paul-Antoine et Thibaut. Le but n'est pas le but, c'est la voie, ou encore ce n'est pas la destination mais le voyage qui compte. Ces 2 adages en apparence bien éloignés du monde photographique décrivent pourtant à merveille la démarche artistique de Thomas Paquet, un artiste franco-canadien né à Paris en 1979. À travers un travail articulant des réflexions autour de l'espace et du temps, Thomas envisage la photographie comme un art dont on ne peut ignorer le processus. Loin de la surabondance d'informations et d'images caractéristiques de notre temps, il explore à son rythme la matière et les effets du temps qui passe sur des surfaces photosensibles. Il en résulte des œuvres très épurées, des surfaces exposées à la lumière parfois pendant des heures, et qui nous invitent à nous perdre dans une forme d'infini, à l'image du cosmos. Vous l'aurez compris, c'est un épisode entre science et poésie que je vous propose aujourd'hui à la découverte du travail de Thomas Paquet, de sa conception de la photographie et de son langage visuel autour du soleil. Bonjour Thomas. Bonjour Cécile. Comment vas-tu ? Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, c'est un plaisir de pouvoir refaire des interviews en face à face. Je voudrais qu'on commence assez simplement, je voudrais d'abord savoir d'où te vient cet amour pour la photographie. Alors ma rencontre avec la photographie remonte à mon enfance. Mon père pratiquait la photographie et avait installé un laboratoire photographique noir et blanc dans la cave de notre appartement. Il prenait beaucoup de clichés de notre famille et je me souviens de séances petits ou déguisés. Je posais derrière son appareil. Voilà, donc c'est une première rencontre déjà avec l'objet appareil photo. Et puis vers l'âge de 12-13 ans, mon papa a commencé à m'emmener avec lui dans la chambre noire. Alors j'ai un souvenir encore assez ému de ces moments partagés, ces moments un petit peu hors du temps. La chambre noire, c'est toujours un endroit où on perd un peu ses repères. On est plongé à la lueur des lampes inactiniques, ces lampes rouges qui ne voilent pas le papier noir et blanc. Il y a l'odeur des bains aussi. Enfin, on est vraiment dans un univers très très intime. Et puis il y a cette expérience aussi complètement magique de voir apparaître une image. Et c'est vrai que quand on est un petit garçon, un petit enfant, voilà, enfin, en tout cas, il y avait quelque chose de complètement magique et assez émerveillant de partager ces moments, de voir apparaître une image sur une feuille blanche comme ça, presque à partir de rien, quoi. Donc ouais, j'ai encore un souvenir assez ému. Et puis il y a aussi beaucoup d'affect. En fait, c'est des moments que j'ai partagés avec mon papa qui est maintenant décédé. Et puis un petit peu plus tard, toujours mon papa qui m'a un petit peu enseigné les rudiments de la photographie. Et vers 17-18 ans, il m'a offert son appareil réflexe, un Nikon. C'est 24-36 en métal, là, les appareils des années 70, tout gris, robuste, un peu lourd. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire mes premiers clichés. Et puis j'ai continué à utiliser le labo, à développer mes films et à commencer à faire mes premiers tirages. Et t'as jamais envisagé de faire autre chose que de la photographie dans ta vie finalement ? Après le baccalauréat, je me suis engagé dans des études de mathématiques. J'ai fait 2 ans en maths sup, maths spé, et puis très vite j'ai eu envie de poursuivre dans la photographie parce que j'avais besoin d'être dans le concret. Finalement, le monde des mathématiques était peut-être un petit peu trop abstrait à mon goût et j'ai eu envie de me servir de mes mains, quoi. Alors ton travail, tu le disais, est caractérisé par l'utilisation des techniques anciennes, l'ambrotype, le polaroid, le sténopé, l'argentique, le cyanotype. Pourquoi cette fascination pour ces procédés ?
Plus qu'une fascination, j'aurais envie de parler d'une démarche, en tout cas de ma démarche. C'est vrai que tout d'abord, moi, j'ai vraiment besoin d'être dans le tangible, de toucher le papier, de toucher le support, que ce soit du papier ou du verre. J'ai besoin de travailler la chimie, parfois je la laisse vieillir, s'oxyder. Pour certains projets aussi, je vais émulsionner mon papier avec des pinceaux. Et puis comme je le disais, j'ai toujours développé mes films et révélé mes images au labo. Donc c'est vrai que tous ces gestes prolongés sur l'émulsion photographique me permettent de travailler la matière. Et mon approche, elle est vraiment artisanale, quoi. Je dirais aussi qu'il s'agit de déjouer la rapidité de production à laquelle nous sommes habitués avec notre monde numérique. On vit dans un monde qui est un petit peu chamboulé par la vitesse de l'information, des communications. Et j'avais envie que mes projets aussi replacent ce temps à vitesse humaine. Et donc mon travail, il est aussi comme un hymne à la lenteur, quoi. Et pour ce fait, je mets en place des protocoles. Et ces protocoles, je peux vraiment que les appliquer avec une photographie argentique et traditionnelle, parce qu'ils ne trouveraient pas leur équivalent avec le numérique. Par exemple, comme tu le disais en introduction, là, ça m'arrive de poser le papier pendant des très très longs temps de pause, de plusieurs heures, de l'ordre même parfois de la journée, ou voire plus, comme certains de mes nouveaux projets en cours. Voilà. Et puis c'est l'envie aussi de travailler la photographie traditionnelle et le procédé ancien. C'est aussi une nécessité pour moi de produire des pièces uniques. La photographie connaît vraiment un engouement sans précédent depuis plusieurs décennies maintenant, et puis elle s'est un petit peu vulgarisée. Enfin, on a vu aussi il y a quelques années dans des expositions, sur des foires, des éditions de tirage qui étaient vraiment tirées à plusieurs dizaines d'exemplaires. Et je pense que voilà, en réaction un petit peu à ça, il y avait une envie de redonner aussi de la valeur au travail et de présenter des œuvres uniques et singulières. Voilà, donc pour résumer, finalement, il y a avant tout le plaisir de la matière, ensuite les possibilités qui me sont offertes par ce temps analogique, et puis donc l'envie de produire des pièces à caractère unique. Cet épisode est l'occasion de m'adresser aux néophytes qui pourraient nous écouter, qui se poseraient la question de ce qu'est la photographie dans son essence. Eh bien, ton travail concentre sa définition. Il s'agit littéralement de fixer des images grâce à la lumière par un procédé liant l'optique à la chimie. Les premières avancées d'optique sont lointaines, c'est l'instant historique. Elles débutent sous Aristote, qui crée déjà des images inversées à partir d'un trou dans le mur d'une chambre noire. Les alchimistes découvrent au XVIe siècle que le chlorure d'argent noircit à la lumière du soleil. Il s'agit là des premières découvertes qui constitueront le point de départ de l'invention de la photographie au XIXe siècle. Ces techniques connaissent aujourd'hui un vrai retour en grâce. Pourquoi, à ton avis, de plus en plus d'amateurs ou de confirmés photographes et de jeunes artistes s'y intéressent ? Il y a un regain d'intérêt dans ces techniques, parce que je pense qu'il y a un désir donc de produire des œuvres singulières, toujours dans le but de créer de l'émotion, quoi. À la différence des procédés traditionnels, le numérique propose une technologie un petit peu standardisée. Il y a beaucoup de photographes professionnels qui utilisent un petit peu tous les mêmes appareils photo, les mêmes logiciels. Tout le monde utilise un petit peu les mêmes outils, et il en découle une forme d'uniformisation dans le paysage photographique. Par exemple, il y a quelques années aussi, il y a eu un engouement pour ces filtres qui donnaient un aspect un peu vintage. Alors tout le monde a utilisé ces filtres-là, et puis finalement tout le monde produit les mêmes images. Alors à moins d'être capable de coder ses propres filtres, on sent bien qu'il y a une standardisation du monde de l'image, quoi. Deuxièmement, je pense que ce regain d'intérêt aussi pour les procédés anciens et pour l'analogique, il est analysé dans le besoin de donner du sens à sa pratique, dans le besoin de se réapproprier sa création. Il y a une vraie nécessité dans l'utilisation des procédés traditionnels, une nécessité de comprendre le mécanisme qui est à l'œuvre en chimie et en physique. On a quand même besoin d'un minimum de connaissances pour pouvoir créer ces images et pour pouvoir avancer. On est un petit peu comme
un petit peu comme des cuisiniers, comme des chimistes. Enfin, on a besoin quand on manipule ces techniques, on a un petit peu besoin de connaissances, et il suffit pas juste d'appuyer sur un bouton et puis d'attendre qu'apparaisse un résultat. Il y a vraiment un savoir-faire qui est à mettre en œuvre. Et puis c'est vrai que c'est aussi en manipulant ces outils qu'il peut y avoir ce que j'appelle des rencontres un peu heureuses avec le hasard, qui nous font découvrir aussi des nouveaux horizons artistiques. Et puis troisièmement aussi, je dirais qu'il y a peut-être un regain de popularité de ces procédés anciens, parce que les médias ou les institutions s'y intéressent aussi peut-être plus qu'à une certaine époque, et que ils mettent en avant des artistes qui manipulent ces procédés. Voilà, je pense notamment au salon Approche, auquel j'ai participé en 2019 et à l'occasion duquel nous sommes rencontrés. C'est un salon qui a, pour cette ligne éditoriale, notamment l'ambition de présenter des pièces uniques, et aussi de raconter une approche artisanale autour de l'expérimentation du médium photographique. Alors justement, très belle transition. Nous nous sommes rencontrés en 2019 lorsque tu exposais donc au salon Approche le projet L'ombre des heures, une série d'œuvres qui a enregistré l'ombre d'un gnomon. Un gnomon, c'est l'aiguille du cadran solaire. La grande majorité des artistes que j'ai reçus dans ce podcast se servent de la photographie pour donner leur interprétation du réel. Ils sont dans une forme de reproduction du visible, alors que toi, à l'inverse, dans le cadre de L'ombre des heures, tu donnes plutôt une matérialité à ceux qui n'en a pas. On est dans un équilibre assez délicat entre science et poésie. Comment est-il possible de concilier les deux ? Alors c'est vrai que L'ombre des heures, c'est une série pour lesquelles j'avais envie d'utiliser un objet rudimentaire. Tu l'as dit, c'est le gnomon, c'est comme un bâton, l'aiguille du cadran solaire. Et j'avais envie de venir fixer cette ombre grâce à la lumière du soleil sur du papier photosensible. J'ai décidé à l'époque d'utiliser la technique du cyanotype, et de commencer à exposer mes feuilles photosensibles de façon systématique, en répétant la captation de l'ombre du gnomon au fil des heures. Voilà. Quand je dis systématique, c'est parce que j'opère toujours de la même façon. Il y a un protocole de fabrication. C'est-à-dire que mes feuilles photosensibles sont percées d'un petit trou à leur base qui me permet d'y glisser l'aiguille. Et ces feuilles, ensuite, elles sont orientées toujours dans la même direction, dans un axe nord-sud au moment de l'exposition. Donc après avoir révélé le papier, j'obtiens comme ça, pour chaque cyanotype, un trait blanc sur un fond bleu uniforme et profond. Et ces images, elles sont ensuite présentées les unes à côté des autres de façon chronologique. Et on voit alors apparaître une séquence de traits qui traduit le passage du temps. C'est un petit peu comme si on montrait avoir une série d'horloges sans graduation ni repère, où l'aiguille aurait disparu pour n'y laisser que son ombre en négatif. Voilà. J'explore ici une des particularités de la photographie, qui est finalement la possibilité de rendre visible ou de révéler, si on peut utiliser cette métaphore, finalement, des phénomènes qui restent parfois invisibles à l'œil nu. Donc dans ce travail, j'opère un passage entre l'immatériel, qui est le temps, vers une épreuve plus tangible, et toujours dans la volonté aussi de provoquer une émotion, une sensation de méditation, et utiliser cet effet de répétition aussi, qui est presque un effet hypnotique. C'est aussi l'espoir pour moi de susciter chez le spectateur une forme de flottement ou de rêverie. Alors, il y a cette citation de Roland Barthes de 1980 qui est assez connue, qui m'a un peu fait tilt quand je préparais mon entretien avec toi. Il écrivait « Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a eu lieu qu'une fois. Elle répète mécaniquement ce qui ne pourra plus se répéter existentiellement. » Donc, je voudrais te demander d'où te vient ce besoin de fixer le temps qui passe. Je sais pas s'il y a vraiment une réponse. Enfin, pour moi, c'est plus un questionnement finalement. C'est le temps. C'est vrai que c'est devenu une notion un peu
essentiel de nos existences. On peut dire aussi que la vitesse, elle a modifié en profondeur nos sociétés et que nous sommes toujours à la poursuite d'un temps qui nous échappe ou d'un temps que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. Alors c'est vrai que du coup, ce temps, c'est devenu pour moi une interrogation, quoi, qui peuvent se traduire par des questions comme comment y être présent au temps, comment être présent à quelque chose que nous n'avons pas ou qui nous échappe. Finalement, c'est pour moi toujours un petit peu les mêmes étonnements, quoi. Comment représenter ce qui nous dépasse, comment vivre ce temps, le rendre tangible. Enfin voilà, c'est un petit peu toutes ces notions que j'interroge dans mon travail. En 2020, tu as donné naissance à la série Et pendant ce temps, le soleil tourne, qui invite le spectateur à dépasser sa représentation de la réalité et à réfléchir sur l'immensité de l'univers. Quelle est l'idée derrière ce projet? Comment est-il venu? C'est un projet effectivement qui est un peu à la suite de l'ombre des heures, mais j'avais plus particulièrement envie de me débarrasser du superflu, de l'appareil photo, de revenir vraiment à un dispositif rudimentaire. Il s'agit du sténopé. Alors le sténopé, c'est un trou de très faible diamètre, comme ça, qui est percé dans une plaque de faible épaisseur. Et le sténopé permet l'apparition d'une image dans une chambre noire. Donc j'installe du papier photosensible au fond d'une boîte qui a été percée d'un petit trou, enfin d'un sténopé, et je laisse cette boîte exposée au soleil pour toute une journée. Donc l'émulsion photographique va enregistrer le déplacement du soleil sous la voûte céleste. Enfin, c'est-à-dire qu'au fil des heures, le soleil va venir imprimer son trajet sur le papier photosensible, et je vais obtenir comme ça des courbes, des lignes qui sont comme des coups de pinceau créés par la dynamique du cosmos, quoi. On peut dire ici que c'est le déplacement du soleil qui insole le papier au fil des heures et qui fait apparaître une forme. Dans ce travail, la lumière, c'est pas non plus le seul facteur de production des images. Il y a aussi toute une préparation en amont des sténopés. Où là, je vais décider du nombre de trous que je vais faire dans chacune des boîtes. Et je vais comme ça mettre en place créer ou mettre en place des motifs. Et puis après, il y a tout un travail de laboratoire et de développement des images dans la chambre noire, où je vais venir manipuler des vieilles chimies, des chimies oxydées. Je vais plonger le papier dans des bains, dans des temps plus ou moins longs, plus ou moins courts, dans des bains de blanchiment aussi. Enfin, je me permets de déjouer un peu les règles conventionnelles de développement du papier. Et puis j'applique des traitements comme ça aux images qui me permettent comme la création d'un langage, en fait, d'une nouvelle syntaxe, quoi. Il y a aussi dans ce travail une recherche, enfin une envie, en tout cas, de confronter la répétition permanente du cycle, de travailler autour du soleil, le soleil qui se lève, qui se déplace dans le ciel, qui se couche, ce soleil qui vient imprimer au fil des heures et des jours sa trace. C'est une répétition qui est confrontée à la singularité du traitement que j'apporte après à chacune des images, quoi. Donc on a ces événements qui se reproduisent de façon perpétuelle, mais qui sont traduites par des images singulières et uniques. Et c'est un travail que au même titre que l'ombre des heures, où on pourrait parfois confondre deux images parce qu'elles se ressemblent, mais en vérité, elles sont jamais les mêmes, quoi. Il y a une réflexion aussi sur la photographie, où il s'agit peut-être de confronter aussi l'aspect purement objectif de la photographie avec ma subjectivité et puis mes interventions propres, dans l'idée ou dans le but en tout cas d'essayer d'apporter un nouveau regard sur la réalité, ou de modifier notre regard, de dépasser nos représentations du réel. Une fois que tu as exposé les surfaces photosensibles, donc tu viens les manipuler à l'aide de traitements chimiques, donc là tu t'agis un peu comme un alchimiste finalement, donc tu accueilles un peu à bras ouverts l'accident. Comment t'appréhendes ça? Oui et non, en fait. C'est vrai qu'à vrai dire, pour ce travail, j'ai été rapidement confronté à un problème un peu technique. Enfin, ces feuilles qui avaient été exposées toute la journée au soleil, elles avaient reçu tellement de lumière que si je les avais exposées dans un bain de révélateur frais, elles seraient devenues totalement et immédiatement noires. Il
Il y a une première idée ici qui se met en place, c'est d'utiliser des révélateurs vieillis, oxydés. J'ai laissé vieillir plusieurs mois comme ça pour qu'ils perdent de leur puissance et qui me permettent de faire apparaître vraiment juste la trace du déplacement du soleil, enfin de pouvoir vraiment gérer l'apparition de l'image. Mais là où t'as raison, c'est qu'il y a aussi ce côté un petit peu hasardeux. Enfin, je me souviens d'un matin où je rentre en chambre noire après avoir exposé mon papier à la lumière du soleil pendant toute une journée d'été très chaude, où le soleil avait finalement j'ouvre la boîte, je sors le papier, il y a déjà des traces sur la feuille, quoi. Et donc là c'est un total hasard en fait. Le soleil avait presque brûlé le papier et à ce moment-là je décide de pas le plonger dans le révélateur, mais seulement de le fixer, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu un heureux hasard. Enfin, c'est ce que j'évoquais aussi précédemment, tout à coup d'être dans la recherche et puis de découvrir qu'avec du papier noir et blanc, j'arrive à obtenir tout un camailleux, tout un camailleux de couleurs qui vont des orangés jusqu'au brun. Ouais. On en parlait quelques minutes avant cette interview. Tu as également pour habitude de laisser les traces du processus. Là, pour ce dernier projet, tu as laissé la trace des punaises. Pourquoi ce parti pris ? Parce que avant tout j'avais besoin de fixer le papier au fond de la boîte et puis d'éviter qu'il bouge parce qu'il est dans une boîte à la chaleur de la lumière de l'été, donc le papier avait tendance un petit peu à bouger, à se déplacer. Donc voilà, les pinces finalement ou les punaises, comme tu dis, elles sont là pour fixer le papier. Et oui, ça fait partie du protocole, ça fait partie un petit peu de la façon de procéder. Alors ça, j'assume totalement, comme j'assume de laisser les traces de pince ou les filets noirs lors d'agrandissement d'un de mes projets précédents qui s'appelait Horizon. C'est aussi une façon pour moi de rendre tangible aussi ce travail, notamment pour Horizon, où l'idée c'était de montrer des paysages un peu imaginaires, des paysages floutés comme ça, et l'idée de montrer un petit peu les traces de pince, le décorum. En fait, c'était aussi de prouver aux spectateurs qu'ils étaient face à une photographie, pas en face d'une peinture ou d'un... Donc au cours de ton dernier projet, et pendant ce temps, le soleil tourne, des œuvres ont piqué ma curiosité. Il s'agit de celle intitulée « Regardes-tu encore les étoiles ?» qui sont des tirages sur papier barité noir et blanc d'après négatifs dessinés, qui nous donnent vraiment l'impression de regarder un ciel étoilé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces pièces ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une série que j'ai commencée l'année dernière, et il s'agit un petit peu aussi d'une expérience, d'une expérimentation photographique. L'expérience se passe de nuit, donc je sors à la lumière des étoiles en extérieur. J'observe le ciel étoilé, et je viens dessiner sur un papier calque les étoiles que je vois dans le ciel. Voilà, donc c'est comme un travail de cartographe des étoiles. Mais alors moi j'ai pas d'outils à part mon œil et mon crayon. Donc je viens comme ça pointer chacune des étoiles que je vois dans le ciel sur du papier calque. Et ensuite, au laboratoire, je viens faire des tirages de ces négatifs. Et donc j'obtiens comme ça ces vues du ciel. C'est une façon pour moi d'être présent aussi au monde, en tout cas de me réjouir de notre présence sous les étoiles. On vit aujourd'hui parfois en ville ou dans des lieux où on a malheureusement plus accès aux étoiles à cause de la pollution lumineuse ou de la pollution maintenant des satellites qui sont envoyés et qui vont créer des artefacts dans nos cieux étoilés. Et voilà, c'était une façon de se rappeler ça, qu'on est tous nés sous les étoiles, et que les étoiles aussi ont aidé l'homme à se construire et à réfléchir les mathématiques et toute la compréhension de notre univers. En tout cas, ce qui m'intéresse vraiment dans ton travail, c'est la façon dont tu es parvenu à créer cette symbiose, ce langage entre poésie et science. Science par la manipulation physique, la chimie, et poésie également par les thématiques que tu abordes. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a d'un côté la science dans mon travail, comme tu dis,
La photographie qui est la traduction d'un phénomène physique et chimique. Pour moi, la photographie, c'est aussi un jeu de construction. D'ailleurs, moi, je travaille régulièrement à la chambre, et c'est vrai que mes séances de prise de vue, elles commencent toujours par l'assemblage des différents éléments de l'appareil photo. Il y a le corps avant, le corps arrière, le soufflet, l'optique, le verre dépoli, et puis tout ça, c'est monté sur un rail. Alors, on sent déjà ici comme la promesse d'une image qu'on fabrique, quoi. Et ça se vérifie aussi dans les protocoles que je mets en œuvre, dans ces expérimentations photographiques qui tournent autour de la répétition ou de l'enregistrement de valeurs. Et finalement de l'exploration des trois grands paramètres physiques qui sont et qui définissent la photographie. Donc on a la lumière, le temps et l'espace. Mais pour autant, ces trois notions, lumière, temps et espace, elles font aussi pleinement partie du champ poétique. Et mon travail, il se définit avant tout par le besoin de traduire une émotion. C'est la joie de se saisir du sensible, ou le plaisir d'appréhender la poésie de notre univers en mouvement. Dans l'acte photographique, il y a cette quête aussi de la beauté, ce plaisir d'admirer le monde, le plaisir de se saisir d'un moment en captant la lumière. Finalement, la photographie, elle nous rend présents au monde par son acte même. Et voilà, dans mon cas, c'est un appel à une forme d'introspection ou de méditation. C'est une espèce de recherche comme ça un peu inlassable. C'est le besoin de toucher la beauté et d'essayer de le partager. Quelle serait la réaction idéale que tu voudrais susciter chez le regardeur de tes photographies? Qu'est-ce que tu veux provoquer chez les gens? On est tous sensibles à la beauté. Enfin, je sais pas, j'ai envie que les gens puissent se perdre un peu dans mon travail, puissent rentrer un peu comme ça dans une espèce de rêverie, de flottement, de moments un peu suspendus. J'ai un travail qui est plutôt abstrait, donc je fais appel à des sensations plus qu'à des représentations. Alors maintenant, la question, quand est-ce et où est-ce qu'on va pouvoir voir ce nouveau projet? Quelles sont tes perspectives pour l'année 2021 au niveau d'éventuelles productions artistiques et de projets d'exposition? Alors, en 2021, je vais poursuivre mes expérimentations photographiques. J'ai plusieurs séries en cours, toutes commencées il y a plus d'1 an déjà. J'ai vraiment besoin d'inscrire mon travail sur des périodes très longues pour poursuivre mon exploration du temps et de la matière. Alors j'ai par exemple installé un dispositif de chambre noire dans une grotte. C'est vrai que j'ai transformé la cavité d'une grotte en un appareil photo géant. Donc cet appareil il est fixe, c'est la grotte elle-même. Il est situé dans une forêt et il me permet de photographier toujours du même point de vue l'évolution du paysage et des saisons. Voilà, donc là je travaille en grand format, j'installe plusieurs feuilles de papier, c'est des œuvres qui sont segmentées et j'obtiens comme ça des grandes œuvres qui font 90 cm par 1,20 m. Et puis une autre très bonne nouvelle pour 2021, puisque à partir de début avril aura lieu ma 2e exposition personnelle à la galerie Thierry Biguignon. Donc j'y présenterai le travail dont on vient de parler, et pendant ce temps le soleil tourne, ainsi que 2 autres séries qui ont pour thème l'observation des étoiles. Voilà, donc les dates sont prévues pour le moment du 6 avril au 29 mai, en espérant que nous ne soyons pas reconfinés d'ici là. Merci beaucoup, je manquerai pas de venir les voir encadrés cette fois-ci. Merci beaucoup Thomas de m'avoir accordé cette entrevue. Toujours un plaisir de pouvoir discuter de ton travail. Je donne rendez-vous aux auditrices et auditeurs sur la page Instagram de Perspective sous le nom perspectivepod.cast. J'imagine que cette interview a attisé leur curiosité, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se représenter visuellement tes œuvres uniquement par la voix. Encore et toujours, merci de nous avoir écoutés. Avant de partir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, donnez 5 étoiles à ce podcast et laissez-moi un mot doux en commentaire. Ce peut être un avis sur les récents épisodes, une question, même une suggestion d'invité. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une nouvelle rencontre photographique. À bientôt.